Je suis rentré chez moi pour découvrir qu'une banque vendait aux enchères mon domaine entièrement payé. Mes parents avaient contrefait ma signature pour contracter une hypothèque secrète de 4 750 000 € et avaient vidé les liquidités. Ils souriaient avec suffisance, pensant que j'étais enfin ruiné et sans abri. Mais ils avaient oublié. La voiture noire tournait au ralenti silencieusement à la base de mon allée privée. Je venais de passer les 14 dernières heures dans une cabine pressurisée, revenant de Shanghai après avoir conclu avec succès une fusion logistique commerciale éprouvante à 9 chiffres qui avait pris 6 mois de ma vie à orchestrer. Mon téléphone était déchargé. Ma boîte de réception débordait de courriers électroniques concernant l'intégration après la fusion. Tout ce que je voulais, c'était le silence absolu et impénétrable de ma propre maison. J'ai appuyé sur le bouton du pare-soleil pour ouvrir les lourds portails en fer forgé du domaine. Le bourdonnement mécanique des moteurs était le seul son dans l'air humide de l'après-midi. Le portail s'est ouvert, révélant l'étendue d'un quart de mille d'une allée immaculée bordée d'arbres menant à la maison principale. J'ai acheté cette propriété il y a 7 ans. Je ne l'ai pas financée. Je ne l'ai pas utilisée comme levier contre mes avoirs d'entreprise. Je l'ai achetée au comptant, en transférant les fonds directement de mes comptes personnels. C'était mon sanctuaire, entièrement isolé de la guerre financière impitoyable et à enjeux élevés de ma vie quotidienne. C'était le seul actif de mon portefeuille qui était complètement, indéniablement le mien, libre de toute banque, de tout conseil d'administration ou de tout privilège. C'est pourquoi l'énorme panneau orange néon planté violemment dans la pelouse parfaitement entretenue, près des marches d'entrée, a ressemblé à un coup physique à la poitrine. J'ai dit au chauffeur de s'arrêter. Je suis sorti de la voiture, le gravier crissant bruyamment sous mes chaussures, et j'ai marché lentement vers le panneau. Les lettres noires en gras étaient impossibles à mal interpréter, avis de vente aux enchères publiques. Saisie immobilière. Propriété sujette à une saisie bancaire immédiate. Sous le titre criard se trouvait le logo de la Banque de l'Union nationale, suivi d'un numéro de dossier, d'une ligne de contact du commissaire de justice local et d'une date d'enchère fixée à exactement 14 jours à partir d'aujourd'hui. Mon pouls a bondi, mais je n'ai pas paniqué. La panique est une émotion inutile et amateur. Je suis une stratège d'entreprise. Quand je vois une anomalie, je ne crie pas, j'audite. Je suis resté sur la pelouse pendant exactement 30 secondes à analyser les variables. La Banque de l'Union nationale, un avis de saisie, une vente aux enchères publiques. Rien de tout cela n'était mathématiquement possible. On ne peut pas saisir une propriété qui n'a pas de dette. Je suis entré dans la maison, ignorant complètement mes bagages posés sur le porche. Je n'ai même pas allumé les lumières. Je suis allé directement à mon bureau à domicile, je me suis assise à mon lourd bureau en chêne et j'ai démarré ma station de travail cryptée. J'ai contourné mes comptes personnels standards et je me suis connecté directement à la base de données numériques du service de la publicité foncière. J'ai extrait le dossier principal pour mon numéro de parcelle. L'écran s'est rempli des données historiques du domaine, date d'achat, il y a 7 ans, statut, payé intégralement. J'ai fait défiler jusqu'à la section des privilèges actifs. C'était là que l'anomalie financière se cachait, me fixant en texte noir et blanc. Il y a 11 mois, un acte de fiducie massif avait été enregistré contre la propriété, quelqu'un avait contracté une hypothèque de 4 750 000 € sur ma maison. J'ai senti un œuf froid et tranchant se former dans mon estomac. J'ai cliqué sur le document au format de document portable numérisé de l'hypothèque. J'ai fait défiler rapidement les clauses bancaires standards pour arriver directement à la page des signatures. Elle était là, mon nom, signé à l'encre bleue. C'était une contrefaçon spectaculaire, capturant exactement l'inclinaison et la pression de mon écriture, mais c'était juste une fraction trop soignée. Une réplication parfaite par machine. À côté de la signature contrefaite se trouvait le sceau du notaire, validant légalement le document frauduleux. Et juste en dessous, le mécanisme du vol était mis à nu, exécuté via une procuration. J'ai arrêté de respirer pendant une fraction de seconde. Il y a 9 ans, avant que mon entreprise n'explose véritablement en un empire de plusieurs millions d'euros, j'avais subi une grave opération chirurgicale d'urgence inattendue. Alors que j'étais sous forte médication dans l'unité de soins intensifs, mon conseiller juridique avait rédigé une procuration temporaire et hautement spécifique, accordant à mes parents, André et Hélène, l'autorité de gérer ma facturation médicale immédiate et de signer des documents fiscaux de base jusqu'à mon rétablissement. C'était un document né de la vulnérabilité et de la confiance, un document que j'avais formellement révoqué au moment où j'étais sorti de l'hôpital.
J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai accédé au portail de services hypothécaires automatisés de la Banque de l'Union nationale. J'ai tapé le numéro de prêt figurant sur le panneau de saisie. J'ai utilisé mon numéro d'inscription au répertoire de la sécurité sociale pour forcer le système à afficher l'historique du prêt. Date d'émission, il y a 11 mois. Montant principal, 4 750 000 €. Statut actuel, 180 jours de retard. Défaut de paiement. J'ai cliqué sur le relevé de décaissement pour voir où les 4 750 000 € étaient réellement allés. L'argent n'avait été transféré sur aucun de mes comptes d'entreprise ou personnel connus pour rester sous séquestre. L'intégralité de la somme avait été virée en une seule fois directement sur un compte chèque joint, un compte enregistré au nom d'André et Hélène, mes parents. Je me suis assise dans le bureau sombre, la lumière bleue crue du moniteur illuminant l'ampleur pure et sociopathique de la trahison. Pendant que j'étais à l'étranger, travaillant 100 heures par semaine pour étendre mon empire, mes parents avaient déterré une procuration vieille de 9 ans et légalement caduque. Ils avaient trouvé un notaire corrompu ou dangereusement négligent. Ils avaient contrefait ma signature sur des documents bancaires fédéraux, avaient utilisé toute l'équité de mon sanctuaire payé et avaient empoché 4 750 000 € en espèces. Ensuite, ils ont simplement arrêté de payer l'hypothèque. Ils ont laissé le prêt en défaut. Ils se sont assis en silence, vivant grâce aux millions volés, pleinement conscients que la banque s'apprêtait discrètement à saisir ma maison, à m'expulser et à détruire ma réputation financière pour toujours. Ils pensaient avoir commis le crime parfait. Ils pensaient que parce que mon nom figurait sur le prêt frauduleux, je serais légalement forcé de rembourser la dette juste pour sauver ma propre maison de la vente aux enchères. Ils m'ont traité comme un distributeur automatique de billets otages et jetables. Je me suis renversé dans ma chaise. La colère qui m'a envahi n'était ni chaude ni explosive. C'était le zéro absolu. C'était le genre de fureur froide et calculée qui liquide des entreprises et ruine des vies. J'ai pris mon téléphone portable. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas appelé mes avocats d'entreprise. J'ai composé le numéro de ma mère. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Le bruit de fond ressemblait à une salle à manger de club de golf privé, occupée et coûteuse. Oh, ma chérie, la voix d'Hélène a gazouillé à travers le haut-parleur, dégoulinante d'une douceur manufacturée écœurante. Tu es de retour de Shanghai. Comment s'est passé le vol? Tu nous as tellement manqué. Hélène, ai-je dit, ma voix complètement plate, totalement dépourvue de toute chaleur filiale. Je regarde un panneau de saisie sur ma pelouse avant. Et je regarde un virement de 4 750 000 € sur votre compte joint. Le bruit de fond du club de golf a soudainement semblé très silencieux. La ligne est restée muette pendant 3 secondes agonisantes. J'ai besoin de toi et d'André à la maison, ai-je déclaré, le commandement résonnant dans le bureau silencieux. Tout de suite. Je ne leur ai pas proposé de verre à leur arrivée. Je ne les ai même pas accueillis dans le hall d'entrée. Je suis resté assise derrière mon lourd bureau en chêne dans le bureau à domicile, le dossier d'hypothèque de la Banque de l'Union nationale de 50 pages imprimées reposant carrément au centre du sous-main. À travers la grande baille vitrée, je les ai regardés remonter l'allée. Ils ne conduisaient pas leur berline habituelle. Ils sont arrivés dans une Bentley Continental jetée toute neuve avec des plaques de concessionnaire, la peinture saphir foncé brillant sous le soleil de fin d'après-midi. Hélène est sortie portant un bracelet de tennis en diamant qui accrochait la lumière avec une intensité aveuglante. André a ajusté les poignets d'un costume en lin sur mesure. Il ne ressemblait pas à des gens qui étaient terrifiés d'être pris en train de commettre un crime. Il ressemblait à des gens qui venaient de gagner à la loterie. Ma loterie. Ils ont franchi la porte d'entrée, leurs pas résonnant dans le couloir de bois franc. Ils n'ont pas frappé en arrivant à mon bureau. Lorsqu'ils sont entrés, aucun d'eux n'avait l'air le moins du monde honteux. André affichait un sourire méprisant, presque condescendant. Hélène est immédiatement allée inspecter une nouvelle peinture abstraite que j'avais accrochée sur le mur du fond, ignorant complètement la tension suffocante dans la pièce. Tu as vraiment besoin d'un meilleur éclairage ici, a commenté Hélène, traçant le bord du cadre avec un doigt parfaitement manucuré. C'est tout à fait trop lugubre. Tu travailles trop. Tu oublies comment vivre. 4 750 000 €, ai-je déclaré. Ma voix était complètement plate, dépourvue de toute fluctuation. Je ne l'ai pas élevée. Je n'en avais pas besoin. La gravité pure du chiffre a aspiré l'air restant dans la pièce. André a soupiré,
Un long son exagéré d'épuisement parental, comme s'il avait affaire à un bambin faisant une crise de colère pour un jouet cassé. Il s'est approché et s'est assis lourdement dans le fauteuil d'invité en cuir en face de mon bureau, croisant les jambes avec désinvolture. Maintenant, n'exagérons rien, a commencé André, son ton dégoulinant d'une arrogance de club de golf pratiqué. Nous avons eu une crise de liquidité grave et temporaire. Mon projet de développement commercial à Saint-Tropez a rencontré des retards réglementaires massifs. Nous étions surendettés sur les prêts de transition. Nous avions besoin de liquidités immédiates pour maintenir les entrepreneurs sur le chantier, et ton capital était entièrement immobilisé dans cette acquisition de Shanghai. Tu étais injoignable. Alors, vous avez décidé de déterrer une procuration médicale vieille de 9 ans et légalement révoquée, ai-je répliqué calmement, ramassant la page de signature contrefaite et la faisant glisser sur le bureau vers lui. Vous avez trouvé un notaire négligent ou grassement rémunéré. Vous vous êtes rendu à la Banque de l'Union nationale, avez contrefait une hypothèque de 4 750 000 € sur ma résidence principale, avez viré l'argent sur vos comptes et ensuite, au lieu de payer les mensualités, vous avez acheté une Bentley et avez délibérément fait défaut. Hélène s'est enfin détournée du tableau. Elle a croisé les bras, son bracelet de diamant brillant dans la pénombre. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle semblait profondément agacée que j'ose remettre en question leur autorité financière. Tu as plus d'argent que Dieu, a lancé Hélène, abandonnant totalement la douce façade maternelle. Ton entreprise dégage des dizaines de millions de bénéfices chaque trimestre. Un prêt de 4 750 000 € est une erreur d'arrondi pour toi. Nous t'avons élevé. Nous avons payé ton université. Nous t'avons donné les bases pour construire ton petit empire. Considère cela comme un dividende en retard sur notre investissement en toi. Les familles s'entraident. Je l'ai regardé. Le sentiment de droit pur et stupéfiant était presque architectural par son ampleur. Il croyait honnêtement que parce que j'avais bâti une fortune après des années de travail acharné, il possédait un droit divin et inattaquable de la siphonner dès qu'il le souhaitait, quels que soient les crimes requis pour ce faire. Vous avez commis une fraude bancaire et une contrefaçon criminelle, ai-je déclaré, gardant mes yeux fixés sur André. Vous avez utilisé comme levier une propriété que vous ne possédez pas pour voler de l'argent à une institution financière. André a laissé échapper un court rire sec. Il s'est penché en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux, son visage se tordant dans un ricanement suffisant et victorieux. Laisse-moi t'expliquer la réalité de la situation, puisque tu ne saisis manifestement pas les mécanismes bancaires, a ironisé André d'un ton protecteur, tapotant son doigt avec force contre le document d'hypothèque contrefait sur mon bureau. La banque se moque d'un différend sur une procuration vieille de 9 ans. Il se moque de tes accusations de contrefaçon. Tout ce qui leur importe, c'est la signature sur cette ligne et le fait que le prêt ait 180 jours de retard. André s'est renversé, complètement satisfait de son propre piège. La vente aux enchères par saisie a lieu dans exactement 14 jours, m'a rappelé André, sa voix suintant d'un contrôle tyrannique absolu. Si tu essaies de bloquer cela au tribunal en invoquant la fraude, cela prendra des années. La banque saisira ce domaine, t'expulsera, le vendra aux enchères et détruira complètement ton score de crédit personnel immaculé juste avant que ton entreprise ne dépose son rapport sur les bénéfices trimestriels. Ton conseil d'administration va paniquer. Le cours de ton action va s'effondrer. Hélène s'est avancée derrière la chaise d'André, posant une main manucurée sur son épaule, présentant un front prédateur uni. Tu as exactement 2 semaines pour faire un chèque à la Banque de l'Union nationale et rembourser les 4 750 000 €, a dit Hélène en souriant finement. Tu rembourses la dette, tu sauves ta précieuse maison, et nous passons tous à autre chose. Tu es une femme d'affaires intelligente. Tu sais qu'il est moins cher de simplement payer la banque que de les laisser détruire ta vie pour un malentendu familial. Nous te laisserons même garder la Bentley si cela peut te faire plaisir. Il pensait m'avoir mis échec et mat. Il pensait m'avoir acculé dans un coin financier où la seule issue logique était d'absorber discrètement leur vol pour protéger mes propres actifs d'entreprise. Il me regardait, attendant que ma colère éclate, attendant que la résignation impuissante s'installe. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas menacés de la police. Je ne leur ai pas dit de sortir de ma maison. J'ai juste baissé les yeux vers l'avis de saisie de la Banque de l'Union nationale, puis j'ai relevé les yeux vers les visages arrogants et souriants de mes parents. Une prise de conscience lente et glaçante a commencé à m'envahir. Non pas une prise de conscience de défaite, mais la prise de conscience de l'erreur catastrophique et fatale qu'ils avaient commise dans leur avidité.
Ils avaient extrait l'acte de propriété de cette maison des registres publics du comté auquel ils avaient eu accès il y a 9 ans, à l'époque où la procuration était active. Ils avaient supposé que la structure de propriété était restée exactement la même. Ils avaient supposé que mon nom figurait toujours sur le titre. Tu as raison, André, ai-je dit calmement, m'adossant à ma chaise. La banque ne s'intéresse qu'au nom sur l'acte. Le sourire suffisant d'André s'est élargi en un large ricanement victorieux. Il pensait sincèrement que mon ton calme était le son de la reddition. Il a tendu la main, redressant ses poignets en lin sur mesure, se préparant à dicter les termes de ma capitulation. Hélène a laissé échapper un soupir de soulagement doux et théâtral, relâchant sa prise sur son bracelet de tennis en diamant. Ils se sont tous deux installés dans leur chaise, prêts à me regarder ouvrir mon application bancaire cryptée et virer discrètement les fonds à la Banque de l'Union nationale pour couvrir leurs crimes. Ils étaient tellement aveuglés par leur propre cupidité qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient assis dans le rayon d'explosion d'une mine terrestre d'entreprise. Ce que tu ne comprends pas concernant la gestion de patrimoine de grande valeur, André, ai-je commencé, ma voix restant parfaitement stable, c'est qu'en tant que chef de la direction d'une entreprise, ma directive opérationnelle principale est l'atténuation de la responsabilité. Quand on bâtit un empire de plusieurs millions d'euros, on devient une cible. Poursuites judiciaires, acquisitions hostiles, fluctuations du marché. On ne laisse jamais ses actifs personnels les plus précieux exposés à une responsabilité directe. Le sourire d'André a vacillé d'une fraction de pouce. Ses yeux se sont tournés vers le document d'hypothèque contrefait sur mon bureau, puis sont revenus vers moi. Il ne comprenait pas où je voulais en venir, mais l'absence totale de panique dans ma voix commençait enfin à le rendre mal à l'aise. Il y a 14 mois, ai-je continué, croisant mes mains méthodiquement sur l'avis de saisie, durant la phase d'évaluation préliminaire des risques pour la fusion logistique de Shanghai. Mes avocats fiscalistes d'entreprise ont mené une restructuration massive et globale de mon portefeuille personnel. Ils ont identifié ce domaine comme un actif exposé parce qu'il était détenu en mon nom propre. Alors, nous avons exécuté un transfert de titres silencieux. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le faible bourdonnement de la climatisation a soudainement semblé assourdissant. Hélène a arrêté de s'inspecter les ongles. Il y a 12 mois, j'ai formellement et légalement transféré la propriété complète, le titre et l'acte de tout ce domaine à une société par action simplifiée privée hautement sécurisée appelée Égide Participation Société par action simplifiée, ai-je déclaré. Livrant l'erreur mathématique fatale de tout leur stratagème. Je suis la seule actionnaire exécutive d'Égide Participation, mais en tant que citoyenne privée, je ne possède pas cette maison. C'est une personne morale qui la possède. Le visage d'André s'est complètement décomposé. La couleur a commencé à quitter ses joues rapidement, le laissant pâle et soudainement très vieux. Il était un homme d'affaires médiocre, mais il en savait assez sur le droit des sociétés pour réaliser que le sol sous ses pieds venait de disparaître. Non, a bégayé André, sa voix perdant soudainement toute son autorité tonitruante. Non, c'est impossible. Nous avons extrait les registres du comté. La recherche de titres montrait clairement. Vous avez extrait les rôles d'imposition obsolètes, les jeux corrigés, la précision clinique de mes mots tranchants à travers sa panique croissante. Égide Participation Société par action simplifiée opère sous une fiducie de confidentialité à plusieurs niveaux. La base de données fiscales accessible au public prend jusqu'à 18 mois pour mettre à jour les transferts d'entreprise. Si vous aviez engagé un avocat spécialisé en titre de propriété compétent au lieu de vous fier à un notaire de centre commercial négligent, vous l'auriez su. J'ai ramassé le contrat d'hypothèque contrefait et je l'ai tenu dans la pénombre du bureau. Comprends-tu les mécanismes de ce que vous avez fait, André ? Ai-je demandé, laissant retomber le document sur le bureau avec un bruit sourd et final. Tu n'as pas contrefait ma signature pour hypothéquer ma maison. Tu as contrefait la signature d'une citoyenne privée pour hypothéquer un actif commercial de plusieurs millions d'euros détenu par une entité corporative. Mais la procuration a interrompu Hélène, sa voix aiguë et tremblante alors que la réalité de la situation perçait enfin son arrogance. Elle s'est avancée, pointant un doigt manucuré tremblant vers les documents. Nous avions ta procuration. Cela nous donnait le droit de signer ton nom. Ce document médical légalement mort d'il y a 9 ans vous accordait des droits de signature temporaire pour moi, l'individu, ai-je expliqué, regardant la terreur absolue envahir son visage. Il ne vous accordait pas l'autorité du conseil d'administration d'Égide Participation Société par action simplifiée. Par conséquent,
le contrat d'hypothèque que vous avez signé avec la Banque de l'Union nationale n'est pas seulement frauduleux, c'est une impossibilité juridique. André a agrippé les accoudoirs de son fauteuil en cuir. Il respirait lourdement, et ses yeux parcouraient frénétiquement la pièce comme s'il cherchait une issue physique. La banque ne s'en souciera pas. A menti André, la voix brisée, essayant désespérément de reconstruire le levier qu'il avait perdu. L'argent a été versé. Le prêt est dans leur livre. Ils vont quand même saisir cette maison. La banque ne peut pas saisir une propriété que l'emprunteur n'a jamais légalement possédée, les jeux corrigés, ma voix descendant dans un registre glacial et sans compromis. Quand leur département juridique réalisera que leur compagnie d'assurance de titres a complètement bâclé la vérification de la propriété, cette saisie sera instantanément annulée. Égide Participation Société par Action Simplifiée ne doit absolument rien à la Banque de l'Union nationale. Je me suis penché en avant, réduisant la distance, laissant la température de zéro absolue de ma colère irradier à travers le bureau en chaîne. Vous ne m'avez pas volé, ai-je chuchoté, les mots les frappant comme des coups physiques. Vous avez volé 4 750 000 € de réserve bancaire à une institution nationale hautement agressive. Vous avez commis une fraude hypothécaire massive contre une institution réglementée. Et vous avez laissé une piste de papier parfaite menant directement à votre compte chèque joint. André a essayé de se lever, mais ses jambes ont semblé se dérober. Il s'est affalé dans le fauteuil. Hélène a laissé échapper un gémissement pathétique, cachant son visage dans ses mains. La Bentley dans l'allée, le bracelet de diamant, les dîners au club de golf, tout cela avait été financé par un crime catastrophique qui était sur le point d'exploser. Claire, s'il te plaît, a articulé André avec difficulté, l'arrogance ayant entièrement disparu, remplacée par le ton suppliant d'un animal acculé. Nous ne savions pas. Nous pensions que c'était ta maison. Si la banque la prend, ils vont nous ruiner. Ils vont prendre notre maison. Ils vont prendre mes fonds de retraite. Ils vont prendre absolument tout ce que vous possédez, ai-je confirmé avec une précision froide et factuelle. Et ensuite, la division de lutte contre la fraude de la banque remettra tout ce dossier à la gendarmerie nationale. Tu dois payer. A hurlé Hélène, retirant ses mains de son visage, son maquillage commençant à couler sous l'effet de larmes de véritable terreur. Tu dois rembourser les 4 750 000 €. Tu en as les moyens. Si tu rembourses simplement le prêt, la banque ne regardera jamais les documents. Tu ne peux pas laisser tes propres parents aller en prison. Je ne lui ai pas répondu. Je ne lui devais aucune explication, et je ne lui devais certainement pas une telle somme. J'ai puisé dans le tiroir de mon bureau et j'ai sorti ma lourde carte de gestion de fortune privée en métal noir. J'ai pris mon téléphone portable, j'ai composé la ligne de conciergerie directe de 24 heures non répertoriée de la division de gestion de fortune ultra élevée de la Banque de l'Union nationale, et j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. J'ai posé le téléphone directement sur le document d'hypothèque contrefait. Le téléphone a sonné 2 fois. Banque de l'Union nationale fortune privée, division exécutive. Ici Monsieur Beaumont. Comment puis-je vous aider cet après-midi? Une voix professionnelle et nette a résonné dans le bureau silencieux. André a laissé échapper un son qui était à moitié un sanglot, à moitié un cri. Il s'est jeté à travers le bureau, ses mains cherchant désespérément le téléphone pour mettre fin à l'appel. Je n'ai même pas tressailli. J'ai simplement attrapé son poignet en plein air, ma poigne se refermant sur sa montre coûteuse avec une force inébranlable. J'ai regardé directement dans ses yeux terrifiés pendant que je parlais au téléphone. Monsieur Beaumont, ai-je dit calmement, maintenant ma prise de fer sur le poignet de mon père, j'appelle pour signaler une fraude hypothécaire syndiquée de 4 750 000 € exécutée contre votre institution. J'ai besoin que vous me connectiez immédiatement au directeur principal de votre unité d'enquête sur les fraudes. Nous avons une brèche de sécurité catastrophique à auditer. André a cessé de se débattre. Le poids purement terrifiant du vocabulaire que j'utilisais a finalement brisé son illusion. Son bras est devenu complètement mou dans ma poigne. J'ai relâché son poignet. Il a trébuché en arrière, s'effondrant dans le fauteuil d'invité en cuir, sa poitrine se soulevant alors qu'il fixait avec une horreur absolue le haut-parleur lumineux sur mon bureau. Immédiatement, Mademoiselle Harrington. Veuillez patienter, a répondu Monsieur Beaumont, son ton de service client professionnel devenant instantanément d'une efficacité urgente et sèche. La ligne a cliqué, remplaçant sa voix par la musique d'attente automatisée stérile de la Banque de l'Union nationale. Hélène hyperventilait.
Elle s'est agrippée au bord de mon lourd bureau en chaîne pour se stabiliser, le bracelet de tennis en diamant cliquetant violemment contre le bois. Raccroche, a-t-elle plaidé, sa voix n'étant plus qu'un murmure désespéré. S'il te plaît, raccroche simplement le téléphone. Nous vendrons la Bentley. Nous liquiderons la propriété de Saint-Tropez. Nous te rembourserons jusqu'au dernier centime. Ne laisse pas la banque auditer les documents. Tu ne peux pas liquider la propriété de Saint-Tropez, Hélène, ai-je répondu, dépourvu de toute sympathie, analysant leur ruine financière avec le détachement d'une comptable judiciaire. André vient d'admettre que les prêts de transition sont surendettés. La propriété vaut moins que la dette. La Bentley a perdu de sa valeur à la seconde où vous l'avez sortie du concessionnaire. Vous n'avez pas les fonds pour rembourser la banque, et vous ne les avez certainement pas pour me rembourser moi. La musique d'attente s'est brusquement arrêtée. Une nouvelle voix est apparue sur la ligne grave, autoritaire et totalement dépourvue de la chaleur déférente habituellement réservée aux clients de grande valeur. Ici le directeur Valois, responsable mondial de la fraude et de la gestion des risques pour la Banque de l'Union nationale. Monsieur Beaumont a transmis cet appel comme une urgence de priorité 1. Mademoiselle Harrington, est-ce que je parle à la détentrice principale du compte? Vous parlez à la chef de la direction et seul actionnaire exécutif d'Égide Participation Société par Action Simplifiée, ai-je déclaré clairement, établissant immédiatement la limite juridique. Directeur Valois, je regarde un avis de vente aux enchères publiques pour une propriété située à mon adresse résidentielle principale. L'avis fait référence à une hypothèque de 4 750 000 € contractée il y a 11 mois, actuellement en défaut de paiement, et j'ai besoin que vous extrayiez ce dossier dès maintenant. Je pouvais entendre le cliquetis rapide d'un clavier mécanique à travers le haut-parleur. Le directeur Valois contournait les portails clients standards et creusait directement dans l'unité centrale de la banque. J'ai le dossier ouvert, Mademoiselle Harrington, a confirmé Valois, le ton sur ses gardes. L'hypothèque a été exécutée sous une procuration. Les fonds ont été versés sur un compte joint appartenant à André et Hélène Harrington. Le prêt est en retard de 180 jours. La saisie se poursuit automatiquement dans ces conditions. La saisie se poursuit illégalement, directeur Valois, ai-je répliqué, portant le coup de grâce corporatif avec une précision absolue. J'ai révoqué cette procuration médicale il y a 9 ans. De plus, mes parents n'ont pas utilisé comme levier un actif qu'ils possédaient. Il y a 12 mois, j'ai transféré le titre et l'acte de propriété complet de ce domaine à Égide Participation Société par Action Simplifiée. Vous avez souscrit un prêt résidentiel sur un actif commercial en utilisant un document légalement caduc, et votre compagnie d'assurance de titre a complètement échoué à vérifier la structure de propriété. Le silence à l'autre bout de la ligne était absolu. C'était le silence d'un cadre supérieur de banque réalisant que son institution venait d'être spectaculairement escroquée et que la responsabilité juridique était massive. André a mis sa tête entre ses genoux, laissant échapper un gémissement misérable. Hélène était complètement paralysée, les yeux écarquillés par la terreur. Restez en ligne, a ordonné sèchement le directeur Valois. Le cliquetis du clavier est revenu, plus rapide et plus frénétique cette fois. Il consultait le registre des sociétés. Il vérifiait le transfert à Égide Participation Société par Action Simplifiée. Il regardait les fonds du levier garanti de la banque s'évaporer en fumée. 30 secondes plus tard, Valois est revenu. Sa voix était empreinte de la fureur institutionnelle froide d'une banque qui venait d'être dévalisée. Mademoiselle Harrington, je regarde le registre des titres de propriété mis à jour, a déclaré Valois, ses mots tombant comme une enclume. Je peux confirmer qu'Égide Participation Société par Action Simplifiée est le seul propriétaire légal de la propriété en question. J'arrête immédiatement la vente aux enchères par saisie. Une rétractation formelle sera envoyée au commissaire de justice d'ici 1 heure. Votre domaine est en sécurité. Hélène a laissé échapper un souffle saccadé de soulagement. Elle pensait réellement, dans son arrogance sans borne, que l'arrêt de la saisie signifiait que la crise était terminée. Elle pensait qu'il s'en était sorti. Cependant, a continué le directeur Valois, sa voix descendant dans un registre glacial et accusateur, cette institution vient de décaisser 4 750 000 € en capital non assuré sur la base de documents gravement frauduleux. Parce que l'actif ne peut pas être saisi, la responsabilité est transférée instantanément et entièrement au signataire du prêt. André a relevé brusquement la tête, le visage livide. Il savait exactement ce qui allait suivre.
Je lance une procédure d'alerte rouge avec gel immédiat du compte joint de destination enregistré au nom d'André et Hélène Harrington, à compter de cette seconde précise, a annoncé Valois, exécutant la sentence de mort financière. Tous les fonds, comptes chèques, épargne et lignes de crédit rattachées sont définitivement verrouillés. Nous exigeons le remboursement immédiat du capital, plus tous les intérêts courus et les frais de pénalité. Vous ne pouvez pas faire ça, a soudainement crié André, se jetant vers le bureau, la voix brisée par une panique absolue. Tout notre capital d'exploitation pour le projet de Saint-Tropez est sur ce compte. Vous allez mettre ma société de développement en faillite. Les entrepreneurs vont quitter le chantier. Le directeur Valois n'a même pas fait de pause. Il ne se souciait pas des entrepreneurs d'André. Il ne se souciait que de l'argent de la banque. De plus, a conclu Valois, sa voix résonnant sur les murs d'acajou de mon bureau, parce que cet incident implique des documents falsifiés et une institution bancaire, la Banque de l'Union nationale est légalement obligée de déposer un rapport d'activité suspecte immédiat. Notre équipe juridique interne constitue le dossier en ce moment même. Nous renvoyons formellement André et Hélène Harrington à la gendarmerie nationale pour des poursuites pénales. La ligne a été coupée. Le clic de l'appel déconnecté a résonné dans le lourd silence du bureau. Le piège s'était refermé complètement. Il n'y avait pas de négociation, pas de réduction familiale, pas de secret gardé sous le tapis. En moins de 5 minutes, j'avais entièrement démantelé leur vie en n'utilisant rien d'autre qu'un téléphone portable et les mécanismes infaillibles du droit des sociétés. J'ai regardé mes parents de l'autre côté du bureau en chaîne. Ils étaient totalement, irrémédiablement ruinés. Tu ne l'as pas fait, a chuchoté Hélène, la voix creuse, totalement dépourvue du sentiment de supériorité avec lequel elle était entrée. Elle a fixé le haut-parleur comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Claire, dis-moi que tu ne les as pas laissés faire ça. Dis-moi que tu as un pouvoir de dérogation d'entreprise. Tu peux régler ça. Nous sommes ta famille. Vous avez perdu le droit d'utiliser ce mot à la seconde où vous avez contrefait ma signature sur des documents bancaires, ai-je répondu, ma voix aussi froide et implacable que les sols en marbre de mon hall d'entrée. Je n'ai laissé la banque rien faire, Hélène. La division de lutte contre la fraude de la banque opère selon des lois de conformité strictes. Lorsqu'une perte massive non garantie est déclenchée par une fraude, ils sont légalement tenus de verrouiller les comptes de destination et de notifier les autorités. Vous avez construit la guillotine. J'ai simplement refusé d'y mettre mon coup. André tremblait. L'homme qui était entré chez moi avec une arrogance de club de golf et vêtu d'un costume en lin sur mesure était maintenant recroquevillé sur lui-même, les mains serrant ses cheveux dans un désespoir absolu. La réalité d'un gel de compte permanent et catastrophique finissait par s'imposer à lui. Les entrepreneurs à Saint-Tropez. A haleté André, sa respiration courte et rapide. La paix pour le chantier de développement. Tout était lié à ce compte joint. Dès demain matin, les chèques vont être rejetés. Les syndicats vont quitter le chantier. Les créanciers vont demander la liquidation immédiate. Je serai en faillite avant la fin de la semaine. Oui, ai-je acquiescé factuellement. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai simplement livré l'audit de sa vie. Et ce n'est que la retombée civile, André. Dès la semaine prochaine, le département juridique de la banque déposera une plainte au civil massive pour récupérer les 4 750 000 €. Ils placeront des privilèges d'urgence sur votre résidence principale. Ils saisiront vos portefeuilles d'investissement. Ils reprendront la Bentley stationnée dans mon allée. Mais rien de tout cela n'a d'importance, car la plainte au civil n'est qu'un prélude en attendant que la gendarmerie nationale ne frappe à votre porte. S'il te plaît, a supplié André, des larmes débordant enfin de ses paupières, brisant complètement sa façade patriarcale. Il m'a regardé, le visage masqué par une terreur pure. Je vais céder la propriété de Saint-Tropez à ton entreprise. Je te donnerai des parts dans tout ce que je possède. Rappelle simplement le directeur Valois. Dis-lui que c'était un malentendu. Dis-lui que tu as autorisé la procuration rétroactivement. Dis-lui que je rembourse. S'il te plaît, tu ne peux pas me laisser aller en prison. Je ne peux pas autoriser rétroactivement l'effet de levier d'un actif corporatif détenu par Égide Participation Société par action simplifiée sans commettre moi-même une grave fraude envers les actionnaires, ai-je déclaré, traçant la frontière finale et incassable. Je ne vais pas compromettre mes licences d'entreprise, mon siège au conseil d'administration ou ma liberté pour couvrir votre cupidité sociopathique.
Vous avez fait un pari avec ma vie, en supposant que je serais trop faible pour riposter. Vous avez perdu. Je me suis levé de mon bureau. Le mouvement était calme, délibéré et tout à fait final. Vos comptes sont gelés. Vos actifs sont sur le point d'être saisis. Et vous êtes officiellement en état de violation de propriété sur un terrain appartenant à Égide Participation Société par Action Simplifiée, ai-je annoncé, regardant de haut les deux personnes brisées assises dans mon bureau. Laissez vos clés de la Bentley sur mon bureau. Elle a été achetée avec des fonds volés, ce qui en fait une preuve. Appelez un taxi et sortez de ma maison. Hélène a laissé échapper un sanglot déchirant, cachant son visage contre l'épaule d'André. André n'a pas discuté. Il ne m'a pas menacé. Il a cherché dans sa poche avec des mains tremblantes, a sorti la lourde clé argentée de la Bentley Continental jetée et l'a posée doucement sur le bord de mon bureau. Ils se sont levés lentement, bougeant comme s'ils avaient vieilli de 20 ans en l'espace de 10 minutes. Ils n'ont pas dit au revoir. Ils n'ont pas regardé en arrière. Ils sont sortis de mon bureau d'un pas lourd et vaincus sur les parquets de bois franc, ne laissant derrière eux que le silence de mon sanctuaire entièrement sécurisé et totalement libre de toute entrave. Les conséquences furent un chef-d'œuvre d'efficacité judiciaire. La Banque de l'Union nationale n'a pas hésité. En moins de 48 heures, l'équipe de recouvrement des avoirs de la banque a saisi la résidence principale d'André et d'Hélène, a vidé leurs comptes de retraite restants et a vendu la Bentley aux enchères pour couvrir les pénalités massives et les intérêts accumulés sur le prêt frauduleux. Le projet de développement de Saint-Tropez s'est effondré dans une faillite immédiate, anéantissant tout levier imaginaire qu'André pensait encore posséder. 3 semaines plus tard, à 6 heures du matin, la gendarmerie nationale a exécuté un raid sur l'appartement de location temporaire de mes parents. Ils ont été inculpés de plusieurs chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude, d'usurpation d'identité aggravée et de fraude bancaire. Parce qu'ils n'avaient absolument plus d'argent pour engager des avocats de la défense coûteux, ils ont été forcés de s'en remettre à des défenseurs publics débordés. Risquant une lourde peine dans un établissement de sécurité maximale, André et Hélène ont accepté un accord de plaidoyer brutal. Ils ont été condamnés à 8 ans chacun dans un centre de détention, effacés définitivement et complètement du monde de la haute société pour lequel ils avaient sacrifié leur fille unique afin d'y rester. Quant à moi, Égide Participation Société par Action Simplifiée reste intouchable. La fusion logistique de Shanghai s'est finalisée plus tôt que prévu, portant nos bénéfices trimestriels à des sommets historiques. Je vis toujours dans mon domaine calme et hautement sécurisé. L'énorme panneau de saisie orange néon a été retiré de ma pelouse dès le lendemain matin, laissant l'herbe parfaitement immaculée. Quand on bâtit un empire, les plus grandes menaces viennent rarement de vos rivaux corporatifs. Elles viennent des gens qui pensent avoir droit aux clés. Si vous rentriez d'un voyage d'affaires épuisant pour découvrir que vos propres parents avaient contrefait votre signature, contracter une hypothèque secrète de 4 750 000 € sur votre maison entièrement payée et acheter une Bentley tout en laissant votre maison faire l'objet d'une saisie, que feriez-vous? Rembourseriez-vous discrètement la dette pour sauver votre famille de la prison? Ou passeriez-vous cet appel fatal au département des fraudes de la banque et regarderiez-vous leur vie entière partir en fumée?